Allô, est-ce qu'on m'entend? Ou est-ce que ça marche toujours pas? Putain, qui marche aujourd'hui là? Apparemment ça a l'air de marcher, Fab. Ouais, ok, merci. Bon, bah j'espère que ça va aller parce que là c'est vraiment galère. T'as des trucs ouverts toi? Ouais, moi je suis sur short en fait sur le Rodol, enfin pas sur le Rodol, sur le Royen. Et de fait, les plus hauts, quand on a eu les plus hauts de la journée, j'ai pris un short. D'accord, et ça se passe bien? Bah pour l'instant ouais. Par contre le seul truc qui m'énerve un peu c'est qu'il y a énormément d'acheteurs qui font maintenir le cours trop haut quoi. On devrait avoir une correction plus franche, mais dès que le cours commence à partir un peu, les acheteurs reviennent pour maintenir le cours dans la zone quoi. Ouais. Bah après c'est vrai que... Ouais. Là on va dire on a un peu tout qui va contre une phase de correction parce que si on regarde les marchés actions américains ils sont vraiment très hauts, ce qui veut dire que les actifs à risque sont très hauts. Or dans le cadre du couple euro-yen c'est l'euro l'actif à risque, le yen la valeur refuge. Et en plus de ça en ce moment on a une dynamique de fond qui est clairement baissière pour le yen puisque AB il veut baisser le cours de la devise donc dans ce contexte c'est clair que c'est dur de corriger. Moi aussi je suis vendeur là mais je suis rentré bien après toi. Moi je suis par contre sur le dollar yen et pas sur l'euro yen. Un peu sur le même critère, mais tu sais, tout à l'heure, là, quand t'avais dit d'ailleurs, à un moment, t'avais alerté que ça a baissé par rapport au yen, Ouais, là. ouais. C'est là Bah que juste j'avais après ils ont pris. corrigé hein, Et les effectivement, ouais, je acheteurs. me suis fait niquer, puisque juste après, ça a corrigé, donc bon. C'est ça qui m'énerve un peu justement d'ailleurs. C'est dès que le cours commence à baisser, hop, les acheteurs reviennent. Alors que d'habitude, après une journée de hausse, quand on atteint les plus hauts, on a toujours une correction quoi. Après, ici, en M5, on voit qu'on a des zones qui ont été largement travaillées, là, ces En jours plus là, précédents. après minuit, il y a les Japonais qui vont. Ouais. Après, c'est pas eux qui amènent le plus de mouvement, quand même, les Japonais. Ouais, c'est sûr, mais ils vont tout faire pour dévaluer leur monnaie quoi. Quand ils seront dans leur session. Bon, je sais pas, parce que là, ça fait un moment maintenant. D'ailleurs, si tu regardes sur l'euro yen, le 29, de minuit à 5 heures du matin, t'as eu une hausse presque aussi importante que la hausse de la journée. À 1 heure du matin, enfin 1 heure GMT, ça commence. Et Le ça 29 finit quoi? à 29 janvier. Bah, c'est aujourd'hui, le 29 janvier. Ouais, enfin, durant la nuit en fait, durant cette nuit. Ouais. Si tu regardes durant cette nuit à 1 heure du matin, 1 heure GMT, jusqu'à 4h27, 4h30 GMT, t'as une hausse qui fait Ouais. 75% à peu près, on va dire, de la hausse de la journée qu'on a eue. Et ça, c'était durant la nuit, durant l'heure japonaise. Parce que leur heure de trading, c'est à minuit, quoi. J'ai regardé là les horaires. Ok, ok. Bon, après, il faut voir aussi... si on maintient ce cap indéfiniment, je pense qu'on peut avoir des phases de correction malgré une volonté d'évaluer la monnaie. Donc après, faut pas non plus. Je pense, en tout cas, c'est clair que c'est en ce moment une des devises majeures à regarder si on cherche la volatilité sur le forex. Maintenant, ça peut aussi partir dans l'autre sens. Bon, là pour le moment, ce soir en tout cas, moi je suis sur dollar yen et là les acheteurs continuent à mettre de la pression. Après, on a des zones qui ont été déjà largement travaillées, donc il n'y a rien d'alarmant. On est vraiment dans des zones de consolidation et d'hésitation, en tout cas par exemple sur le dollar yen depuis le 24. Donc pour le moment vraiment du range quoi. Alors il y avait un avis justement de Karim à ce sujet, il disait le dollar est la devise la plus pourrie de tout le forex. Le yen va devenir bientôt aussi pourri. Donc le couple risque d'être plus stable. C'est USD yen, je pense. Ça prend quelques minutes, machin.
Les couilles, c'est le seul truc qu'on a entendu en fait, disait Evan. Bah ouais, bah. C'est clair que c'est saoulant quand il y a des problèmes techniques. C'est déjà assez dur de trader, d'organiser le truc, donc si derrière ça suit pas, c'est dur de tout gérer et ça prend la tête en plus. Voici ça, ok, ça on avait vu. Bon, bah, j'espère que c'est ok au niveau du son et de l'image. Je vous avais lu un article assez intéressant sur le scalping sans volatilité sur le site d'Enlil. J'ai mis un lien pour ceux que ça intéresse. Donc vous l'avez un peu en dessous. Et donc bah, là, parce qu'il n'y a plus beaucoup de volatilité, mais que j'ai encore des positions, je vais continuer à chercher des articles intéressants. Moi-même, ça m'apprend beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est quand même de les partager. Je vais rester sur le site d'Anil, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à lire. Juste attendre que... Ouais, ça roule sur l'image pour le moment. Merci Karim. Donc, on va continuer. Horizon du Forex. Sur le Forex, la parité euro-dollar approche d'une zone de résistance. L'action Gemalto, Eurcad, EurGBP, le yen survendu. Tiens, mais justement, un point sur le yen. On va voir le point de vue d'Enlil. Ah non, c'est publié par DailyFX. Bah, qu'est-ce qu'il fout en fait? C'est pas que ces articles, le mec en fait. Il reprend pas mal d'articles en fait. Il avait dressé un bilan de son trading des 23, 24 et 25 janvier. C'est intéressant d'avoir un retour d'expérience d'un trader justement qui a des années d'expérience. Alors, il est un peu présomptueux de faire le bilan de ma reprise dans le trading depuis mercredi, surtout le vendredi à 10h30. Mais comme je ne pourrais pas trader aujourd'hui, je pourrais du fait d'un aller-retour sur Paris, et comme cela me permet de ne pas être tenté de trader dans le TGV, j'écris ce petit post. L'objectif principal de ces 3 jours avortés était de reprendre pied sur les marchés financiers, car je n'avais quasiment plus tradé depuis 3 mois. Il fallait donc que je me réhabitue à pédaler, que je retrouve mes automatismes. Mais le plus important, la technique ne s'oublie pas, était de construire une confiance dans mon trading. Je ne développe pas dans cet article, car cela fera l'objet d'un article bien particulier intitulé L'importance de la confiance dans le trading. Cette confiance, je l'acquiers au fur et à mesure de mes trades. J'ai besoin d'enchaîner les trades gagnants ou flat. Un trade flat est un trade gagnant pour moi car j'ai récupéré le spread même si je n'ai rien gagné, pour me sentir à l'aise dans mon trading. Mon objectif numéro 1 reste de prendre de l'argent. Une journée sans perte est une belle journée et comme le dirait Lacran, le gain arrivera de surcroît. Je dis souvent que j'ai commencé à gagner en bourse régulièrement quand je me suis mis à ouvrir des trades en pensant aux pertes possibles plutôt qu'aux gains virtuels. À partir de ce moment-là, je réduis considérablement le risque de du trade de trop qui fiche une journée, une semaine, un mois, un trimestre, une année de trading en l'air. Je conçois chaque jour de trading comme étant indépendante. Chaque journée est un combat propre, une bataille qui permet à la fin de l'année de gagner la guerre. Et l'année suivante, on recommence. C'est pour cela que j'ai mis au point un money management à la journée où chaque jour, je sais précisément quelle est ma perte maximale possible. C'est un contrôle obsessionnel du risque, j'arrive ainsi à maîtriser ma perte maximale journalière. Je ne peux plus prendre une claque monumentale dans une journée qui va anéantir plusieurs mois de trading. C'est difficile à mettre en place, il faut savoir résister à la tentation, arriver à se maîtriser et à quitter le marché à 9h30 si sa perte maximale est autorisée a été atteinte. Cela a aussi 2 avantages. Cela force à être plus prudent dans la prise de décision, car comme j'aime le trading, je n'ai pas envie de sortir du jeu trop tôt dans la journée, donc j'ai ce garde-fou qui me dit « Es-tu bien sûr de toi, parce que sinon tu risques de sortir ». Le second avantage, c'est que si l'on sort rapidement dans la journée, cela fait une journée de repos qui nous permettra de mieux trader le lendemain et augmenter un petit peu plus les chances de récupérer rapidement sa perte. L'être humain étant complexe, il faut faire attention de ne pas faire un acte manqué, perdre inconsciemment pour aller se balader avec sa copine. Voilà, donc ça va. De ce point de vue, les 2 jours et 2 minutes ont
était correct puisque j'ai fait 13 trades et un seul perdant. Il aurait dû être gagnant car j'ai cliqué pour le clôturer alors qu'il était vert. Avec la volatilité, j'ai eu 0,5 de décalage. Bien entendu, 13 trades ne veulent rien dire, mais j'ai commencé à retrouver mes sensations et le plus important, du plaisir à trader. La semaine prochaine, je continue ma rééducation prudente, je reste toujours avec des mini-lots, je ne monte pas la taille des positions tant que je ne me sens pas parfaitement dans le tempo. Je retire par contre ma limite de 6 trades par jour. Et donner donc le bilan de ces trades, voilà, qu'on pouvait voir ici. Donc avec pas mal de profits et une petite perte de 2 euros, mais des petits profits. Donc voilà. Apparemment, ils ne traitent pas avec des gros volumes, hein, Enlil. Ça on avait vu. Il y avait l'intervention de Jérôme Vinerier. Jérôme Vinerier est une personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 2 ans par l'intermédiaire de mon blog. On a commencé par s'échanger des emails sur la bourse, sur notre conception des marchés financiers pendant des mois. Puis, comme sa famille vit à Tours, nous nous sommes rencontrés et nous avons passé des soirées à parler trading, technique, psychologie, avec eux nos souvenirs d'anciens combattants sur le DAX, le CAC 40 et les actions Alcatel. Bref, petit à petit, une amitié est née. Maintenant, on fait tous les samedis une visioconférence par Skype pour parler trading pendant des heures. On papote comme des filles. Comme c'est un passionné de trading et un bon ami maintenant, je décide de lui laisser une place sur mon blog et vous pourrez maintenant découvrir ses analyses techniques, ses graphiques dans la partie tribune où vous y retrouverez son blog. Jérôme Vinerier est un professionnel de la bourse, il est gérant de portefeuille et analyste technique et stratégie pour des sociétés financières. Il a notamment travaillé pour un bureau d'études reconnu au niveau européen, ainsi que pour des courtiers et intervenant fréquemment auprès des médias tels que BFM Business et France Info. Bref, il ne peut qu'apporter un gros plus au blog et au lecteur d'Enlil, d'autant plus qu'il est spécialisé dans les actions, un domaine que je ne surveille pas tellement. Bienvenue sur Enlil, Jérôme. Et donc le blog... Indice CAC 40, petite comparaison avec le DAX. Donc on va lire son article. La progression marquée de la bourse de Paris ces dernières semaines suscite parfois des interrogations auprès du grand public. Comment se fait-il que le CAC 40 se soit apprécié de près de 15% l'année dernière alors que l'activité économique reste morose et que le chômage ne cesse d'augmenter? Ces questions sont légitimes, mais il ne faut pas perdre de vue que les marchés actions s'étaient littéralement effondrés au cours de l'été 2011. Les investisseurs internationaux paniquant face aux difficultés économiques et budgétaires de certains États de la zone euro et craignant même une implosion de l'union économique monétaire. Bien que certains problèmes et déséquilibres persistent, les marchés financiers ont retrouvé la raison, ce qui se traduit par un regain de confiance et donc un retour à la normale des niveaux de valorisation des actifs financiers. Depuis son plus bas de septembre 2011, l'indice CAC 40 a ainsi rebondi de plus 41% et se situe encore à 10% de son plus haut des 2 dernières années, situé à 4170 points. Donc on avait notamment un graphique, on voyait la grosse baisse, moins 35%, et donc plus 41%, mais qui ne correspond pas et qui ne suffit pas pour le moment à combler l'ensemble du mouvement de baisse. Le DAX 30 a nettement plus progressé que le CAC 40. Ouais, tu y vas, double sucre. Bonne soirée à toi. Le blog, tu vas le tenir comment, double sucre? Tu vas mettre des articles tous les jours ou tu... Non, je vais le tenir à jour si j'ai des commentaires, mais je pense que je vais mettre des articles de temps en temps, des choses qui sont intéressantes par rapport à ces points hauts et ces points bas, normalement. D'accord, ok. Et puis d'autres stratégies d'investissement qu'on verra, quoi. Par rapport à l'immobilier aussi, ou bien par rapport à la bourse, on verra. Il n'y a pas de problème, je suis ouvert à tout. Ok, ok. Et c'est quoi ton but avec ce blog? Tu veux le développer beaucoup? C'est plus pour partager tes résultats, tes expériences? C'est quoi? Plus pour partager mes expériences, quoi. Ok, ok. Bah, je suivrai ça avec attention. Bonne soirée à toi. Salut. Ciao, ciao. Ça bouge plus du tout du côté des marchés, là. C'est bien dommage. Parce que moi, j'ai des positions en cours, j'aurais bien aimé les fermer. Mais voilà, c'est bien fait pour moi, cette difficulté à sortir. J'avais fait ma journée et j'étais bien.
J'avais plus besoin de trader et j'ai voulu m'entêter à reprendre des positions. Pour le moment, ça bouge plus du tout. Et donc, je me suis empêtré dans plusieurs positions. Bon, le yen bouge encore un peu. Ça peut être intéressant, même si pour le moment, c'est plutôt négatif. On verra si ça se retourne. Pour le moment, le mouvement de hausse se poursuit. C'est d'assez faible amplitude. Les zones qui ont déjà été travaillées, donc c'est pas propice à de l'accélération. C'est dommage, hein, c'est vraiment cette accélération qui m'a mis dedans. En plus, j'étais long à rentrer là-dessus. J'hésitais justement vu l'heure, mais quand j'ai vu que ça accélérait bien, je suis rentré. Et malheureusement, eh bien, je me suis mangé une correction. Et c'est aussi ça, on va dire, c'est bien fait dans le sens où j'ai pas à le faire. Enfin, j'ai pas à le faire, c'est dur à dire parce que d'ailleurs, s'il y a une rumeur, etc., je veux quand même être dedans. Mais la plupart du temps, si je choisis justement la tranche horaire 14h, 16h30, c'est parce que c'est les horaires volatiles. Jouer justement des prises de position sur accélération en dehors de ces horaires, c'est s'exposer justement à des phases de repli comme on vient de l'avoir ici. Donc, il est déjà 19h35, je voulais finir à 19h. Vraiment 20h ce sera l'heure limite. En attendant, il y a quand même beaucoup de choses à lire et d'informations à prendre, donc ça ne me pose pas de problème de rester devant l'écran. Mais voilà, il faudra que ça me serve de leçon pour les prochains jours. Après une bonne journée, ça sert à rien de se prendre la tête à essayer d'être partout. Alors, je vais continuer à lire l'article, notamment sur le CAC 40. Ok. Si l'on s'intéresse à la bourse de Francfort, l'Allemagne ayant été à maintes reprises prise en exemple par nos politiques, compte tenu de sa croissance plus que vigoureuse et de ses déficits contenus, on constate que le DAX a d'ores et déjà dépassé son plus haut de 2011. L'indice boursier allemand a en effet nettement plus progressé que son homologue français, puisqu'il affiche actuellement une performance de plus 58% depuis son plus bas de 2011. Une performance qu'il convient toutefois de relativiser en tenant compte de son mode de calcul, puisque celui-ci intègre les dividendes. Si on considère un rendement de 4% par an, l'indice allemand aura donc progressé mécaniquement de 8% de plus que l'indice français. Et plus l'historique de cotation consulté remonte dans le temps, plus le différentiel s'accroît. Donc là, on voyait sur le DAX la baisse de 2011 qui est déjà plus que corrigée. L'indice CAC 40 tout proche de son plus haut de 2011 si l'on intègre les dividendes. Il s'avère donc judicieux de consulter l'indice CAC 40 Total Return qui, comme l'indice allemand, intègre les dividendes brut s'agissant CAC 40 GR et net s'agissant du CAC 40 NR. Logiquement, le parcours de l'indice français est alors nettement plus proche du DAX 30. Le principal indice de la Bourse de Paris est d'ailleurs actuellement situé sous son plus haut de 2011 à 8230 points. Une zone de résistance qui pourrait donner lieu à une interruption du mouvement ascendant sous l'effet des prises de bénéfices. Si ce mode de calcul reste peu connu des petits porteurs, il l'est en revanche davantage parmi les professionnels. Les zinzins, investisseurs institutionnels, pourraient donc diminuer leur exposition et ainsi entraîner un mouvement correctif après une hausse de plus de 12% au cours des 10 dernières semaines. Un scénario que nous suivons de plus près en données intraday pour voir si un retournement de court terme se matérialise. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Du côté de la comparaison CAC-DAX. Ok, donc ça on avait vu. Le 4 janvier, action Apple s'effondre. Je vais aller sur Margin Call. Donc du côté de Margin Call, chronique ça on s'en fout. Exclusif Union bancaire européenne recrute. Il y a une rumeur, tiens un point justement sur les rumeurs.
Il y a une rumeur. Bref moment d'excitation sur les marchés en ce mardi 22 janvier où la bourse allemande baisse de plus de 1% en une quinzaine de minutes, ou encore avec l'euro qui passe en 15 minutes de 1.3340 à 1.3260 avant de regagner tout le terrain perdu. Il a dû se passer quelque chose de grave, non? Un mauvais chiffre, une déclaration, un pays de la zone euro qui appelle à l'aide? Non, une rumeur sur Twitter, celle de la démission du président de la Bundesbank, M. Wedman. J'entends déjà les « ah oui » avec Twitter, Facebook, tous ces trucs-là, avant ça ne serait pas arrivé. La rumeur est un événement vieux comme le monde. Oui, avant ça arrivait aussi, la rumeur a toujours fait partie des marchés et même au-delà des marchés. Par exemple, dans les années 80, une rumeur insistante disait qu'Isabelle Adjani était au mieux très malade, au pire décédée. Il avait fallu qu'elle intervienne au JT de 20h, la grande messe de l'information à l'époque, pour montrer qu'elle était bel et bien vivante et en pleine forme. Fin de l'histoire, même pas, parce que pendant toute l'interview, elle avait gardé sa main sur sa joue et dès le lendemain, c'était reparti. Non mais t'as vu, elle a caché son visage tout le temps, ça devait être pour ne pas montrer que blablabla. Sur les marchés, le sujet est particulièrement sensible. Tout le monde est à la recherche de l'info, de préférence en avant-première. Encore faut-il que la source soit fiable pour prendre des positions qui correspondent à une nouvelle situation. La rumeur, pourtant, ne remplit pas cette condition. Il n'y a jamais, évidemment, de source clairement identifiée. Donc, en toute logique, la rumeur ne devrait pas engendrer de mouvement de marché, et pourtant, parfois, c'est bien ce qui se passe. La rumeur ne marche pas à chaque fois. Je n'ai pas compté précisément, mais je dirais à la bouche que pendant que je travaillais sur les marchés, j'ai dû voir démissionner un président de banque centrale 20 fois, mourir un président de la République 10 fois, convoquer une réunion d'urgence des hautes autorités. Je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Ce qui est intéressant, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que la plupart du temps, la rumeur n'a aucun impact sur les marchés. Ce qui n'est pas l'impression que l'on a de l'extérieur, puisque les sites d'information ne relayeront que les rumeurs qui ont eu un impact, créant une impression systématique. Mais en fait, il faut quelques conditions pour que la rumeur agisse sur les cours de façon significative. 1. Il faut qu'elle soit à la fois crédible et surprenante. Si je vous dis que demain le gouvernement va réviser l'objectif de déficit budgétaire à moins 1% au lieu de moins 3%, vous risquez de me rire au nez. Idem si je vous dis la révision à moins 6% en revanche, si je vous dis que mon chiffre sera à moins 3,6%, il sera à la fois suffisamment fort pour apporter une information nouvelle et suffisamment faible pour être plausible. Elle doit arriver dans le bon contexte. La rumeur sera d'autant plus efficace si elle accompagne un sentiment de marché qui va dans le même sens. Ce n'est pas toujours vrai, et tout dépend là du degré de surprise, du caractère plus ou moins grave du supposé événement. Le plus important, elle doit prendre les traders à contre-pied, et si possible arriver au moment où le marché a déjà enclenché un petit mouvement. Regardez à nouveau le graphique ci-dessous, remarquez que l'euro s'était déjà légèrement affaibli en tout début de séance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les traders sont globalement longs d'euros, ils voient s'affaiblir un peu et là, survient la rumeur aujourd'hui de démission de Wedman. Eh bien, même si on n'y croit pas, je ne connais pas un seul trader qui garderait sa position en euros. Beaucoup trop dangereux au cas où la rumeur serait vraie. Les premiers informés commencent à vendre, accélérant un peu la baisse. Ceux qui sont encore exposés posent la question. Qu'est-ce qui va se passer? Réponse, rumeur. Une nouvelle vague de vente stop-loss déclenchée et on peut alors voir des trous de marché. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, ça peut être beaucoup plus violent. Et panique jusqu'au démenti s'il arrive. Parce qu'évidemment, pour que cela fonctionne, il faut parfois ou rarement que la rumeur soit confirmée. Mais comment diable se forme-t-elle et comment se répand-elle aussi vite? Nous avons tous été confrontés à un moment ou à un autre à une rumeur. Tu ne sais pas, il paraît que, dans l'entreprise, à l'école, etc. Il est quasiment impossible de remonter à la source. Il peut bien évidemment y avoir une volonté de nuire de la part d'un individu ou d'un groupe qui lance de fausses informations sur les marchés dans le but de faire un rapide profit. Et là, un faisceau d'indices peut pointer vers l'origine supposée, mais la plupart du temps, on ne retrouve jamais la source, disparue comme volatilisée.
Généralement, les gens qui se sont penchés sur ce phénomène, notamment Jean-Noël Capferrer, avec son livre La rumeur, considèrent que la rumeur se forme grâce à 3 éléments. Une mauvaise assimilation d'une information, la volonté de mettre dans la confidence, et ce faisant de donner de l'importance en étant le messager, une réduction de l'information. Se forme alors une chaîne où l'information est déformée petit à petit pour aboutir à la rumeur qui continue son bonhomme de chemin à une vitesse croissante. Même s'il y a 20 ans, la vitesse de propagation d'une rumeur sur les marchés était ahurissante, quelques minutes tout au plus, magie, non, c'est juste mathématique. Si chaque personne le dit en même temps à 5 personnes et qu'elles-mêmes le disent à 5 personnes, savez-vous combien de personnes au total sont informées au niveau 6 de la chaîne? Près de 20 000. Largement suffisant pour créer un mouvement de marché. L'effet accélérateur des outils de communication modernes. Avec Twitter, il ne vous étonnera pas que la vitesse de propagation soit encore plus grande. Pour reprendre la même logique que précédemment, si un message est communiqué à 30 personnes, ok, bonne soirée, pas de micro, est-ce que tu partages ton My Facebook ou toujours pas pour le moment, qui elle-même communique à 30 personnes, au niveau 6 de la chaîne, on obtient le chiffre théorique de gens informés de 750 millions de personnes. Vertigineux. Je remonte toujours très fort. Ok, pas de micro. Avec Twitter, qui est un nid à rumeurs et un poison pour les marchés, à mon avis, oui et non. Oui, parce que la caisse de résonance est énorme et parce que les algorithmes de trading peuvent mal interpréter ce qui est écrit et amplifier. En plus, tu le connais. Amplifier le mouvement. Je le connais, oui, enfin j'ai vu une fois l'image, mais je me rappelle pas, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir des suivis, c'est pour ça que je te le demande régulièrement, parce que je l'ai plus en tête. Voilà. De quoi qui est sur mon site? Rate du chat. Ah, ton MyFacebook. Et c'est quoi ton pseudo? C'est quoi, c'est point ton système ou c'est Tibal? Point, d'accord, ok. Mais donc là, t'as tout fermé, là. T'as plus de position ouverte. Ça bouge toujours pas beaucoup sur les marchés, là. Les poses ouvertes et poses en attente sont private. D'accord. Et pourquoi tu souhaites les garder masqués? En tout cas, ouais, du coup, on peut suivre tes résultats. Donc, le compte point, merci. Je regarderai ça. Ça, on avait vu. Alors, on continue à lire cet article sur les rumeurs. Non, parce que d'une part, le tweet est écrit et laisse une trace, donc les poursuites pour divulgation de fausses rumeurs seraient plus aisées, et d'autre part... Ok, ouais, donc pas de micro qui a fait 100% en décembre et 75 en janvier. Ok, bah écoute, bravo à toi, pas de micro. Divulgation. Et auparavant, là, c'était clairement négatif. Donc c'était lié à quoi? Qu'est-ce que tu as changé pour passer à un autre câble, justement, et passer notamment d'un compte négatif à, pour le moment, un compte qui progresse bien? On avait vu, plus aisé, et d'autre part, la diffusion du démenti est tout aussi rapide. Si on voulait schématiser le nombre de gens qui croient en une rumeur old economy en bleu et new economy en rouge, en fonction du temps, je pense que l'on arriverait à quelque chose comme ça. Attention, la méthode n'a absolument rien de scientifique. Un cabinet graphique. Propagation plus rapide, plus de gens informés, mais retombée du soufflet tout aussi rapide. Telles sont, je crois, les caractéristiques des rumeurs 2.0. Pour le trader averti, dans les tout premiers, il y a bien évidemment de quoi faire un quick buck. Il est bien interdit de propager de fausses rumeurs,
mais très rares sont ceux qui ont été sanctionnés. Et ironiquement, mardi, alors que la rumeur sur Wedman circulait, une autre nouvelle est tombée sur les écrans concernant une affaire datant de 2011. Un article du Mail on Sunday avait créé la panique sur l'action Société Générale avant que 3 jours plus tard, le journal ne publie un démenti et même des excuses publiques. Et bien avec une source identifiée et archivée, un impact sur le marché dévastateur. L'AMF a déclaré qu'aucune sanction ne serait prise. Donc ne croyez pas tout ce que vous voyez ou entendez, mais pour finir, un conseil de vieux singe, sur les marchés, quand on a ce qui ressemble à une info, il est quand même très souvent préférable de dégainer d'abord et de réfléchir ensuite. Voilà, bah c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'or notamment, quand ça avait bien baissé. Marché obligataire, crash ou soft landing. Alors avant de lire cet article, je vais vous mettre le lien sur le chat écrit vers ce blog de haute qualité, hein. Margin Call. Encore ça fait plus de 10 minutes que ça n'a pas coupé, ouais, dit Evan, ça a l'air de mieux marcher. J'espère que demain tout va rentrer dans l'ordre. Après je sais aussi que YouTube propose de diffuser en direct des émissions maintenant, donc je vais voir s'il y a moyen de passer chez eux. Mais il sera plus simple d'ailleurs je pense. D'ailleurs j'ai ouvert ce compte rien que pour apprendre. Donc il est presque éclaté, me semble normal, mais il fallait se reprendre et trouver ce qui n'allait pas. Je pense avoir trouvé. Maintenant que j'avance, j'applique bêtement. Sur la courbe tu peux voir les PV latentes. J'ai un trait jaune. Ok, pas de micro. Et c'est un compte démo pour le moment. Est-ce que après tu penses passer en réel ou pas? Quand même qui disait attention faute d'orthographe sur ton blog. Quelques manques parfois. Des courageux, Fab, training jusqu'à 20h, c'est pas une vie ça. Ouais, enfin après je commence tard, je commence à 19h. Ah, je commence à 14h. Donc ça fait 6 heures de trading. Bon, une journée de trading de boulot normal c'est 8 heures. Puis là c'est assez exceptionnel. Normalement ma journée j'avais fini à quoi, 16h30, 17h. J'ai voulu en faire trop. Donc là en fait c'est plutôt une sanction qu'autre chose. Mais c'est clair que trader ça, c'est pas l'idéal. Il n'y a vraiment plus du tout de mouvement là. Je suis pris au piège et j'ai des positions à gérer donc je vais peut-être faire ma UDUSD quand même pour me libérer. Ouais. Je vais fermer AUDUSD. Voilà. Comme ça me libère déjà. Et je vais essayer de me libérer assez rapidement du dollar yen là. Surtout que même juste une correction de quoi, de 10-15 points, ce serait suffisant. Enfin. Alors, marché obligataire, crash ou soft landing. Ce début d'année a été marqué par une forte détente sur les taux d'emprunt des pays périphériques de la zone euro. Italie, Espagne, Portugal, Irlande. La pseudo-résolution du fiscal cliff, qui en soi n'est en rien une résolution mais tout simplement un délai de 2 mois supplémentaires, a créé chez les investisseurs un véritable engouement pour les bons italiens et espagnols. Ce phénomène n'a rien d'étonnant. Le discours bien rodé de nos politiques répétant chaque jour que le pire de la crise est derrière nous, ou encore que la croissance devrait revenir graduellement vers mi-2013. Incite les... T'inquiète pas que c'est dur hein, aussi en démo. Les acteurs du marché... Je perds beaucoup plus que je ne gagne. À revenir sur des actifs risqués. Oui, bah moi je pense carrément qu'il y a... À partir du moment où tu es chez un broker au préservé, il n'y a aucune différence entre le démo et le réel, à part l'aspect psychologique bien sûr, mais sinon au niveau de l'exécution et tout, ça change pas. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire une quinzaine de jours. On assiste à une baisse plutôt impressionnante sur les taux italiens et espagnols. D'ailleurs, heureusement que je suis parti en démo, parce que sans quoi j'aurais perdu dans les 400-500 euros, voire plus. Ok. Juste un compte là, 4, 4, 4, ça fait 12... Ouais. Ok. En étonnant, le discours bien rodé, nos polices en avaient vu.
ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire une quinzaine de jours. Nota bene, je répète encore une fois, une dernière, pour nos néophytes, lorsque les investisseurs achètent de la dette, le prix monte, et lorsque le prix monte, le taux baisse. Mais là où c'est étonnant, c'est que le taux allemand et français, à des niveaux historiquement bas, je le rappelle, n'ont que très peu augmenté. C'est ce qui m'amène à écrire cet article. Pour moi, l'année 2013 risque d'être l'année de la hausse des taux sur un pays en particulier, la France. En effet, mes amis, la situation n'est pas extrêmement préoccupante, mais elle mérite tout de même la plus grande attention. La France, qui un an auparavant était privée de son triple A, emprunte aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, mais il y a quelques semaines, à des plus bas historiques. Alors que Marc Fantino et Olivier Delamarche, big up à vous les gars, on vous adore, vous nous faites bien rire, prévoyaient une forte hausse des taux, l'inverse s'est produit. On est même arrivé au point que la France a emprunté à des taux négatifs sur des adjudications inférieures à 2 ans, ce qui signifie que les investisseurs payaient afin de pouvoir placer leur argent dans de la dette française. C'est ce que l'on appelle le flight to quality. Lorsque tout le monde se fait dans la culotte, on se réfugie sur des actifs très sûrs, et cela à n'importe quel prix. Seulement voilà... Je comprends pas, toujours pas de micro, c'est qu'ils mettent gain, moins 55%, alors que t'as 144 euros de perte. « 144 euros, ça fait pas 55%. En tout cas, pas mal remonté, hein. Ça veut dire que t'es descendu au plus bas, tu devais avoir une centaine d'euros, un truc comme ça. Ok, ça on avait vu. Selon voilà, la récente baisse des taux espagnols italiens montre justement que l'aversion au risque n'est plus là et que donc les investisseurs vont à nouveau se tourner vers des actifs plus risqués, offrant plus de rendement au détriment de la dette française qui offre des rendements très faibles. Mais pourquoi la France en particulier? Pourquoi pas l'Allemagne? Parce que contrairement à l'Allemagne, la France est dans une situation bien plus préoccupante. Un taux de chômage qui bat des records chaque mois, une balance commerciale très déficitaire, des prévisions de croissance irréalistes, des objectifs de réduction de déficit bien trop optimistes. Bref, la liste est longue. Sur ce point, je ne pense rien vous apprendre. Ce que je veux maintenant essayer de vous démontrer, Bah là, c'est qu'il pourrait... si tu continues comme ça, normalement, en février, tu seras positif, hein. Ou flat. Ouais, Alors, c'est sûr. pour arriver au taux français. Alors Mais que déjà le les... remettre flat, ça sera déjà une grosse victoire, quoi. Après un drawdown comme ça. Et en Ouais, plus, ça aidera psychologiquement à continuer la technique et augmenter les gains. oui, tout à fait. C'est clair qu'après un gros drawdown, arriver à se remettre à niveau, c'est vraiment une preuve de sérieux et de force psychologique importante. Donc après, il n'y a pas de raison que ça continue pas dans ce sens-là et donc que ça n'amène pas des profits importants. Enfin, des profits constants, quoi. Voilà, ouais. Ouais, ce que je pense aussi. Alors, ça on avait vu, occupante, très déficitaire, position de croissance irréaliste, des objectifs de réduction de déficit trop optimistes, bref, la liste est longue. Sur ce point, je pense rien vous apprendre. Je vais maintenant essayer de vous démontrer ce qu'il pourrait arriver des taux français. Alors que les taux espagnols et italiens ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant-crise, les taux français et allemands restent bien ancrés sur leur plus bas niveau. Seulement, cela ne peut pas
perdurer éternellement. De plus, la BCE ne pourra pas laisser ses taux à des niveaux si bas éternellement. Je vous entends déjà me dire, et le Japon alors? Il est vrai que le Japon reste le parfait contre-exemple de ce que je vais vous expliquer. Cependant, la déflation n'est pas encore arrivée jusqu'à nos frontières et la dette japonaise est principalement détenue par les résidents. Si l'on regarde le graphique ci-dessous, qui représente la courbe des taux espagnols et italiennes aujourd'hui, courbe pleine, et la même courbe 3 ans auparavant, courbe en pointillé, on observe que les taux italiens sont quasiment revenus à leur niveau de 2010 sur toutes les maturités. L'Espagne, quant à elle, est encore loin, mais si la détente des taux espagnols continue à ce rythme, cela ne prendra pas plus que quelques mois ou quelques semaines. Là, il y avait le graphique. Ils sont un peu nuls leurs graphiques et leurs images à chaque fois là. Sur leur blog. Ah ouais, 75,66. Voilà ce qu'on voyait. Désormais, regardons ce même graphique, mais pour les courbes allemandes et françaises. On voit bien que les taux allemands et français sont bien en dessous de leur niveau 2010, et ce sur toutes les maturités. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est que la courbe actuelle des taux est relativement plate, comparée à la courbe de 2010. C'est ici qu'il y a, selon moi, quelque chose à jouer. Il devrait y avoir dans les prochains mois ou trimestres une pontification de la courbe des taux françaises. Je suis beaucoup moins sûr pour l'Allemagne, en l'occurrence. Nous non pas que la courbe des taux allemande ne présente Ça, c'est pas ton portefeuille de Forex, quoi. la même anomalie, mais la dette allemande, véritable benchmark européen, servira toujours de refuge aux investisseurs si de nouvelles périodes de stress s'offrent à nous. Tandis que la France devrait, selon moi, perdre son statut de valeur sûre. En effet, si l'on regarde les fondamentaux, la France présente des faiblesses non négligeables. Même l'Italie pourrait être considérée comme étant en meilleure forme d'un point de vue fondamental, puisque la France a un déficit primaire alors que l'Italie est excédentaire. Je ne pense pas détenir la vérité. Il est possible que les événements n'évoluent pas de la façon dont je prévois, mais les marchés sont justes à mon sens. Les taux d'emprunt français sont loin de refléter les fondamentaux économiques. Si le marché ne réajuste pas la pontification de la courbe des taux progressivement, soft landing, on se dirigera tout droit vers un crash obligataire qui risque de déplaire à l'agence France Trésor et au budget. Voilà donc ce qu'on pouvait lire par rapport au taux d'obligation européen. Donc toujours sur le site Margin Call. Là, pour le moment, le mouvement de hausse se poursuit sur le dollar yen. Toujours dans une zone assez restreinte. 90,73. Si on regarde l'ensemble des graphes là. Voilà ce qu'on avait. Donc le CAC qui part un tout petit peu à la baisse. Euro-franc suisse qui monte un petit peu. Le dollar yen, belle accélération. Je suis entré au plus bas, malheureusement. Euro-franc suisse qui tente de décaler un peu. On se réveille, mais c'est vraiment minime pour le moment. 20h03. Il n'y a pas de raison que ça bouge. En tout cas. Statistiquement, c'est pas des horaires volatiles du tout. On est plutôt dans la partie haute. Sur dollar yen. Si on dézoome, on est dans une zone médiane. Donc tout est possible. Il faut être sur ses gardes. Il n'y a quasiment pas de mouvement là sur le dollar yen.
ça peut venir très vite, hein, parce que c'est tellement des mouvements faibles qu'on a actuellement. Voilà, un mouvement de 10 points, ça peut venir de n'importe quoi. En fait, c'est vraiment pénible, pour rien en plus. Voilà, pas grand chose à ajouter. Mais du coup... Là, c'est vraiment de la prise de tête pour rien, alors que la journée était très bonne. Je le répète. Qu'est-ce qu'il a en plus, cet écran à bugger? Un peu tout qui bug aujourd'hui. Le futur a la délicate base du trading. Justement, on parle souvent des futurs. Il y en a de plus en plus qui traitent les futurs ici. En tout cas, parmi les traders qui restent un peu longtemps sur les marchés. On passe souvent des CFD au futur. En ce moment, il y a aussi l'étude du volume et du market profile qui se développe. On va lire sur Margin Call, toujours, je vous laisse le lien, cet article concernant les futurs, justement. Alors, 2 petites secondes. Ok. Le futur a des 4 bases du trading. Petit cours à destination de ceux qui veulent traiter les futurs sans subir de TR. Alors, 2 secondes, j'ouvre ma plateforme. Voilà. Je lis ceci de là. K1, que le VIX, indice de volatilité sur le futur des marchés actions US, plus précisément du S&P, est au plus bas depuis 2007 à 13%, qu'il faut vite en acheter en prévision d'une hausse prévisible. Tout d'abord, le VIX est l'indice qui anticipe la volatilité. 90 jours du marché, action pour les prochains mois, entre 1 et 2 mois. Comme vous le savez tous, la volatilité est l'indice qui est utilisé par les marchés actions pour quantifier le risque. C'est-à-dire qu'un VIX à 13% signifie que dans les 90 prochains jours, vous pouvez gagner ou perdre 13% annualisé sur votre investissement. Je vulgarise, mais l'idée est là. Pour mémoire, cet indicateur a évolué depuis sa création entre 11,26% en juin 1993 et 11,39% en mars 2006 pour atteindre le sommet de 80,86% le 20 novembre 2008. Effectivement, avec un VIX à 13%, courons en acheter, il remonta probablement d'ici un an à 20% à un moment ou à un autre. Oui, sauf que ce n'est pas si facile. Le cours du VIX est à 13% sur son cours actuel, c'est-à-dire aujourd'hui. Maintenant, hic et nunc, on appelle cela un spot. Je comprends pas des fois ce qu'il raconte. Malheureusement, le VIX ne se traite pas en spot, mais en futur, avec un E, car c'est le terme anglais approprié. Avec un futur, je m'engage maintenant en janvier, sans débourser d'argent, à acheter le VIX à son cours de livraison en mars par exemple. Je toucherai alors la différence, si positive, qui a été prédéfinie en janvier. Et je paierai la différence si au contraire le prix a baissé. Donc on ne traite pas du VIX, mais on traite du VIX février ou mars 2013. Oui, mais bande de petits malins, comme tout le monde a la même idée que vous, le prix du futur du VIX février ou mars n'est pas 13% comme le spot, mais 16% et 17,65%. Et oui, une courbe future bien pentue. Donc si vous pensez que d'ici le 12 février, le VIX peut sauter largement au-dessus de 16%, disons 18 ou 20%, alors vous gagnerez de l'argent. Sinon, le cours de votre futur va inexorablement converger vers le cours spot au fur et à mesure que le temps passe et s'approchera de l'échéance, et accessoirement, vous perdrez de l'argent. Donc le mot d'ordre, méfiance. D'un autre côté, les futurs permettent de traiter plein de sous-jacents très intéressants que vous ne pourriez pas traiter par vous-même en direct, comme le jus d'orange, chaque contrat égale 7,5 tonnes, la carcasse du porc par 20 tonnes, ou le bois par 260 mètres cubes. Se pose ensuite la question, est-ce bien ou mal de traiter les futurs sur matière agricole? C'est un autre débat, très intéressant également. Voilà donc cet article sur les futurs, notamment les futurs agricoles.
Alors, Greenberg, ancien patron d'AIG, porte plainte contre son sauveur. Ils l'ont presque dit, ça on avait vu, ok. Donc ça c'était bon. On a déjà fait le point sur pas mal d'articles sur des blogs. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ça très intéressant. Toujours délicat sur le dollar yen qui bouge vraiment pas du tout. Donc c'est d'un ennui mortel. Alors, si vous avez d'autres articles, d'autres blogs intéressants, n'hésitez pas à les partager. Autrement, là, on va s'écouter une analyse. Une analyse notamment technique du CAC 40, réalisée par le site ATCAC. Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Technique quotidienne du CAC faite en clôture du 29 janvier 2013. Bravo aux abonnés premium qui continuent sur leur lancée puisque Nicox a progressé encore aujourd'hui avec une belle ascension de 18,30% en seulement 2 séances, les 2 séances qui ont suivi l'analyse technique que je vous proposais ce week-end. Donc félicitations, place à l'analyse technique pour demain. Et bien vous avez été en majorité haussier sur cette séance, une courte majorité. Et effectivement, nous grappillons encore 0,13% de hausse. Nous sommes venus taquiner les plus hauts de la séance précédente. D'ailleurs, encore une fois, l'analyse technique a parfaitement fonctionné puisque les plus hauts d'hier ont fait zone de résistance et la moyenne mobile à cette séance croissante a fait office de support. Donc belle séance qui vient confirmer les repères techniques. Il faudra par contre s'affranchir assez rapidement de cette zone de résistance pour pouvoir progresser vers le premier objectif de la tasse avec anse en hebdo qui, je le rappelle, est à 3820. Nous sommes toujours en tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances croissantes, toujours à l'intérieur de ce biseau, pas grand chose de changé graphiquement. Techniquement, les choses sont assez engageantes puisque le MACD enchaîne une deuxième séance sous son signal en territoire positif. Le stochastique est en zone de surachat au-dessus de son signal. Le momentum est positif. Donc tous les indicateurs techniques sont au vert. À noter toujours ces triples divergences baissières standards. Je ne vais pas y revenir dessus puisque elles n'empêchent absolument pas le CAC de progresser. Ce sont des alertes, certes, mais on voit bien que en ce moment, elles ne sont pas d'une grande utilité. Alors, graphiquement, si on veut faire simple, on est en tendance haussière au-dessus de la M20. Si vous êtes acheteur du CAC, vous pouvez l'acheter maintenant. Sinon, vous attendez le test de la M7 comme cela a été le cas aujourd'hui, à 3761. Le bas du biseau sera pour demain à 3754. La M20 à 3732 et puis les supports inférieurs, par exemple ici le support en vert, 3692, par contre attention, on ne serait plus en tendance haussière. Et puis le retracement Fibonacci, 3683, la fermeture du gap, 3656, tout ça n'a pas bougé. Si vous êtes baissier sur l'indice, méfiance puisque nous sommes en tendance résolument haussière sur le CAC. Alors soit vous shortez maintenant, soit vous attendez le plus haut 3789, mais on y est quasiment. Sinon, le premier objectif, je vais revenir en hebdo comme je le fais d'habitude pour vous montrer l'objectif numéro 1 de la tasse. Avec anse en hebdo, en reportant la hauteur de l'anse au-dessus de la ligne d'eau, ça donne les 3820 points à peu près. Voilà, sinon au-dessus, éventuellement, il y a la Bollinger supérieure à 3839. Donc pour résumer cette analyse technique, bien sûr, la tendance est toujours haussière sur l'indice parisien. Graphiquement et techniquement, c'est très engageant. Il faut maintenant réussir à s'affranchir des 3789 pour pouvoir espérer atteindre les 3008 incessamment sous peu. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Au revoir. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.
Ouais, re. Bon, toujours en position, c'est un peu corrigé là du côté du dollar yen, mais rien de franc. Donc là, ce que vous avez entendu, c'était l'analyse du CAC par Seb. Alors, continue à chercher de l'information, des analyses. Il y avait l'analyse de Gilles du site boursicoté.com. On écoute son point de vue sur le forex et les matières premières. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 janvier 2013. Et on commence tout de suite avec la paire euro-dollar. Donc la paire euro-dollar qui confirme ici sa poussée haussière puisque aujourd'hui, suite à un contact ici avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien les cours commencent à attaquer cette résistance des 1,3476 pour confirmer le mouvement haussier. Alors ce mouvement est vraiment très intéressant et nous allons voir que techniquement pour le moment pardon, il s'inscrit dans une phase dans une phase qui avait été prévue, et je dirais même au centième de point près, puisque rappelez-vous, je vous avais dit que le fait que nous ayons consolidé 38,2% ici, eh bien il y avait une possibilité d'aller rejoindre une extension. Alors j'avais enlevé cette extension parce que la cassure n'était pas directe, mais si on revient dessus, d'ailleurs le signal avait été conservé sur le site comme signal de trade sur cassure. Normalement il y a un objectif de 50 points qui avait été défini par backtest, qui avait une bonne probabilité de réussite, et là j'avais laissé cet objectif des 1,3495. Et donc lorsque l'on retrace le Fibonacci donc sur le plus haut et sur le plus bas de la consolidation pour avoir l'extension, on obtient ici 1,3495, et là regardez sur cette bougie, le plus haut se situe à 1,3496,4, donc largement assez pour aller rejoindre l'objectif. Donc objectif atteint pour ceux qui avaient conservé cet objectif et qui avaient suivi le signal de trading qui figurait sur l'analyse écrite euro-dollar, donc ce signal qui a mis du temps mais qui finalement a été gagné, donc il fallait prendre sur cassure ici des 1,3404. donc ce mouvement, au-delà du fait qu'il vient nous faire gagner un objectif, bien confirme l'orientation haussière court moyen terme de la paire de devises d'euro-dollar. Suite à la cassure, on revient ici sur une phase de consolidation. On confirme une ancienne résistance comme zone de support. On vient retrouver ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on va inscrire de nouveau plus haut. Donc c'est forcément caractéristique d'une tendance haussière, et c'est donc dans cette tendance que s'inscrit la poursuite du mouvement sur l'euro-dollar. Les indicateurs sont bien descendus ici dans cette phase de consolidation horizontale, et ils nous laissent tout loisir, ils laissent tout loisir à la paire de devises d'aller inscrire de nouveau plus haut sans pour autant rentrer immédiatement en zone de surachat. Donc l'euro-dollar qui reste dans un biais haussier court moyen terme. Sur le câble, nous sommes toujours sur une poursuite de mouvement baissier, puisque nous sommes toujours ici bien installés dans ce trend naturel qui est dessiné en sa partie supérieure donc par cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc pour la partie inférieure sur la bande de Bollinger, donc une tendance qui avait été définie il y a maintenant quelques jours voire quelques semaines. On est dans la continuité, on voit bien ici en UT4 heures que cette tendance est très régulière, et puis là nous sommes sur une zone de point haut. Alors une question qui m'est parvenue par mail, est-ce qu'on doit prendre ici jouer la continuité sur cette phase? Alors jouer la continuité sur la moyenne mobile 20 exponentielle en début de mouvement, d'accord, mais par définition, c'est forcément, ça va en faire sourire certains ce que je vais dire, mais plus on avance dans la tendance, plus on approche de la fin de cette tendance. Donc plus on attend que la tendance se déroule, et plus l'entrée ici dans le sens de la tendance est bien quelque part
se fait proche du retournement, et donc il paraît quand même dangereux après cette forte phase de baisse, à moins d'être sur une phase où on est pyramidé plusieurs fois, avoir travaillé ici activement sa position en rachetant ici en revendant ici sur des contacts avec la moyenne mobile 20 et en prenant des objectifs partiels sur des contacts avec la bolle inférieure, pourquoi pas. Mais si la position est sèche, hein, et qu'on attend et qu'on attend ici ce point pour en reprendre, ou alors si on ne l'a pas repris, ça paraît un petit peu dangereux, d'autant plus que il commence à y avoir quand même des signes d'affaiblissement. Petite phase de divergence haussière qui est en train de se dessiner. On revient ici sur un ancien support majeur qui n'oppose pas une trop grosse résistance pour ce rebond technique. Alors le test se fait actuellement, hein, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on commence à revenir ici sur les 1,58, alors je pense que les 1,58 pourrait provoquer une petite phase de baisse, mais cela signerait la fin de cette dynamique, hein, qui a quand même fait passer cette paire de devises, donc des 1,76, 1,61, 80 sur cette phase de plus haut à 1,56,80 ici sur cette zone de point bas. Donc on a perdu 500 pips en un peu moins d'un mois, c'est beaucoup, et donc il va falloir maintenant ce mouvement devrait normalement marquer une phase de rebond technique. Donc il me paraît dangereux de jouer la continuité sur ce signal. On n'a pas encore de signal de retournement, mais on peut attendre une possibilité ici si toutefois un contact sur les 1,5804 venait à se concrétiser. Donc on pourrait attendre une figure de retournement. Les indicateurs, quoi qu'il en soit, sortent ici de la zone de survente. On est effectivement sur une zone de rebond technique où précédemment, on l'avait vu, hein, les précédentes zones de support jouaient bien comme des phases de résistance. Le fait que l'on ait ici cette zone de support, hein, qui avait été confirmée ici sur ce contact de point bas, qui ne donne pas plus de résistance ici sur un rebond technique, eh bien nous donne déjà une information comme quoi cette tendance sera en train de s'affaiblir. Donc toujours en tendance baissière, puisque nous n'avons toujours pas de phase de retournement. Cette phase de retournement serait confirmé par une cassure des 1,5828 à la hausse, mais tant que l'on reste en dessous, on est en tendance baissière sur la paire livre sterling contre dollar américain. On continue avec la paire dollarienne, pardon. Alors la paire dollarienne, je vous avais dit hier qu'on aurait certainement un mouvement technique qui allait se continuer, qu'il y avait plusieurs zones. Première zone, c'était ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième zone, ça pouvait être ici les 90-10, mais que au-delà, on risquait de venir rejoindre ici le bas du trend. Alors, pour l'instant, on est sur la partie la plus dynamique de confirmation de tendance, puisque suite à l'inscription ici de ce point haut, qui avait été remarqué par une inversion ici du sens d'évolution des histogrammes du MACD, nous avons cette phase ici qui crée un retour. Alors, on est en train de s'arrêter sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, eh bien cette zone correspond avec la zone des 23,6% de Fibonacci. C'est vraiment très net, hein. Là on est à 90,44 et on a cette zone ici qui joue vraiment son rôle de support. Donc si cette zone est confirmée, on n'aurait même pas une phase de pardon, je suis vraiment désolé, on n'aurait même pas une phase ici de consolidation, puisque le 23,6 a vraiment été à peine attaqué, et le fait de repasser ici en phase haussière, et donc qui serait confirmé par une cassure des 91,18, eh bien serait témoin d'une recrudescence d'une dynamique haussière qui pourrait vraiment s'accélérer, puisque là, après cette phase de hausse, eh bien il y a eu que très peu de phase de baisse, hein, pour venir consolider tout ça. On est vraiment ici dans une optique de début de trading en tendance, puisqu'on a une dynamique haussière qui se crée sur une cassure avec une belle dynamique qui vient bien pousser ici les bandes de Bollinger. Phase de consolidation, on retrouve cette moyenne mobile 20 exponentielle. Si on confirme ici par une cassure des 91,18, eh bien il y a fort à parier que le mouvement sera assez dynamique et risque de nous emmener marquer des nouveaux plus hauts assez éloignés. On enchaîne avec les matières premières, et donc on commence par l'or. Donc l'or qui, suite à cette forte phase de baisse ici de sortie de dynamique, est venu tester les 61,8%. Alors on est vraiment dans une zone très intéressante. On est vraiment pris entre deux feux. On a d'un côté ici cette phase d'évolution haussière qui est suivie par une cassure, donc sortie de la dynamique. On s'écarte, on retrouve ici l'ancien support comme une résistance. On s'écarte et donc on vient consolider.
On avait tracé les Fibonacci, on a vu que 23,6, 38,2 n'offrait pas une trop grosse résistance, et que donc on s'était enfoncé, on attendait donc le test de cette zone 50-61,8. Rappelez-vous, je vous avais dit 61,8 c'était intéressant puisque nous avions ici cette zone qui était déjà sur une zone de support déjà identifiée. Le rebond s'effectue sur cette zone, et lorsque l'on regarde, eh bien on vient pour l'instant marquer le rebond juste sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on est entre deux feux, et bon, je sais que certains d'entre vous disent que je suis pas toujours assez tranché sur mes analyses, mais c'est pas sur ce sous-jacent que ça va changer, puisque là on a vraiment les deux possibilités possibles, à savoir ici soit la continuité du mouvement baissier de consolidation qui irait dans le sens d'une infirmation du signal haussier d'origine, puisqu'on dépasserait donc les 61,8. Je veux bien parler effectivement de cette dynamique baissière qui vient rechercher une moyenne mobile 20 exponentielle, qui serait confirmée par une cassure ici à la baisse. Dans ce cas-là, on confirmerait le mouvement baissier ici, qui à la base était un mouvement de consolidation, et en confirmant ce mouvement baissier, eh bien on irait chercher des objectifs qui se situeraient aux alentours des 1628 $ l'once. Ou alors on considère que la consolidation est terminée, et donc cette phase de rebond devrait être suivie ici par une continuité donc du mouvement, et qui serait confirmée par une cassure des 1670 $ l'once, qui correspond au 38,2% de la phase de référence, qui est toujours haussière. Donc on est vraiment entre deux feux, soit on casse ici cette zone et on confirme le mouvement baissier, il y a une bonne probabilité pour que l'on vienne chercher ici les 1628 $ l'once, ou alors on continue à monter, et dans ce cas-là ça sera cette dynamique qui aurait tendance à impulser un mouvement de fond, et donc à confirmer un début de tendance haussière. Mais là on est vraiment entre les deux, et on ne peut pas se prononcer plus pour une possibilité ou l'autre. Donc l'or toujours ici en attente d'une confirmation d'une prochaine tendance. Et enfin on termine avec le WTI qui était dans une petite phase de hausse. Je vous avais dit qu'il y avait un petit risque haussier ici qui serait confirmé par une cassure des 97 $ le baril. Bon, c'est tout à fait ce qui est arrivé. On commençait bien à s'orienter ici avec cette moyenne mobile 50 qui servait bien de support donc sur cette tendance moyen terme. Donc là, autant la moyenne mobile 20 nous donne des bons signaux d'entrée sur la tendance court terme, autant la moyenne mobile 50 ici, vous voyez, agit bien comme une zone de support pour cette tendance moyen terme. On a de nombreux contacts ici. Lorsqu'on était plus dynamique, on venait bien rechercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais à partir du moment où on commence à affaiblir la dynamique, vous voyez, cet affaiblissement intervient juste au moment où on casse ici le support. Je rappelle, on avait eu cassure ici et retour sous une résistance, mais depuis la cassure de ce support, eh bien c'est la moyenne mobile 50 qui soutenait les cours, et là il semblerait que l'on soit en train de retrouver une dynamique plutôt court terme, puisque on s'oriente clairement ici vers une hausse qui est confirmée par la cassure des 97 $ le baril. Donc là, on a un objectif à 98. La dynamique semble plutôt bien orientée, mais vous voyez, nous sommes déjà en phase, en limite en phase de surachat. On a marqué des petites phases d'exagération, et même si les commodities sont plus volatiles que certains autres sous-jacents, eh bien il semblerait que le potentiel de départ soit un petit peu entamé. Donc on a cet objectif ici des 98 $ le baril qui reste atteignable, mais il est clair que sur une tendance de fond, on reste orienté à la hausse sur le WTI, donc sur une tendance moyen terme, mais que ce mouvement ici mérite de confirmation, notamment la phase de consolidation ici pourrait venir rechercher une zone de support entre 97, 96, 90, 97 $ le baril avant de continuer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Voilà donc les analyses techniques réalisées par Gilles du site boursicoté.com. Toujours mes positions de merde, mais je suis là à 20h30. C'est la vie, mais on va continuer. Alors, est-ce que tout roule déjà? Ouais, tout roule au niveau de la diffusion de l'émission. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde? Ouais. Donc je continue à je recherche l'information, notamment ce qui se dit sur les blogs. Je me rappelle plus de tous les blogs. Mathieu, t'es là toi?
Salut Renstar, en fait, j'ai pas vu que t'étais là. Renstar, t'as tradé toi aujourd'hui? Voilà sur Dollarien ce que ça donne. Franchement, je vais même pas être gourmand là. Ce que je veux, c'est surtout sortir de position. Je veux pas faire n'importe quoi non plus. Donc l'idéal serait de sortir, qu'on prenne un petit pic baissier, 90,60. Au moins sortir la majeure partie de mes trades. Pourquoi tu hivernal me fait penser au trading? Le CAC à fin 2013, un jeu d'enfant. Pas encore trouvé de stratégie de trading vraiment gagnante. Initier 5 conseils. Seule bonne résolution à prendre pour 2013 si vous deviez en prendre. On lira ça après. On va continuer à regarder là ce qui était publié. Si Hollande recule... Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Disait News 360. Renault continue d'accélérer. Trading CAC, donc ça c'était une analyse de Tradosor sur le CAC 40. On refait la séance, tiens, on écoute le bilan de cette séance. C'est au micro de BFM, avec notamment Grégoire Favé, Sébastien Decker, BFM Business, interview Intégral Bourse, on refait la séance. Alice Labouze, présidente fondatrice de Trecento AM et gérante, et Jacques-Antoine Nos invités ce Breteil. soir, Alice Labou, Trecento Asset Management, Jacques-Antoine Breteil, financière ICG, et chez vous, chez Montségur Finance, Grégory Moore. Votre sentiment de marché, là, on va faire un petit tour de table. Alice, le CAC au plus haut, est-ce qu'il faut consolider là où est-ce qu'il faut consolider là où on peut encore grappiller encore quelques points pour achever ce mois de janvier? Je pense qu'on peut encore grappiller quelques points. Les publications ne sont pas finies. Des bonnes nouvelles semblent arriver. La confiance revient sur les sovereigns, donc sur les fameuses dettes des États du sud de l'Europe, ce qui est plutôt bon signe. Alors, Jacques-Antoine a raison, les volumes ne sont pas là. Néanmoins, dans de faibles volumes, ça peut continuer à monter. Donc moi, je reste relativement optimiste. Je regardais les volumes de ce soir, a priori c'est un peu plus de 2 milliards d'euros, Jacques-Antoine. 4%, on le rappelait tout à l'heure avec Grégory Moore au fixing, 4% au rythme annuel, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait 50%. Absolument. Il faut revenir un petit peu en arrière aussi, parce que finalement, la hausse a commencé au mois de juin de l'année dernière, Oui. à l'exception d'une petite consolidation au mois de novembre dernier. Quasiment la hausse est exponentielle. Donc à mon avis, il faut que ça se calme, ne serait-ce que pour donner de nouvelles portes d'entrée aux investisseurs aujourd'hui. Ah, ça c'est intéressant. Désolé, ça rame, c'est l'heure. Chez Free. Vous regrettez quand même la faiblesse des volumes. Oui. Encore 2 milliards ce soir, comme hier finalement, et pratiquement comme avant-hier. Bien sûr, oui. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de conviction dans la hausse? Ou finalement on peut voir le verre à moitié plein en se disant ça laisse un potentiel énorme, puisque si beaucoup de gens sont absents du marché, ils vont courir après le papier. Là. D'abord, il faut peut-être un petit peu édulcorer dans la mesure où on parle d'une seule plateforme. Si on agrège les différentes plateformes, ça sera un petit peu plus. Enfin, dans les 2 milliards, il n'y a que Nice Euronext. Voilà. Vous avez raison. Mais de toute façon, les volumes ne sont pas très importants. Et pour que les volumes deviennent plus importants, il faut qu'effectivement il y ait une incitation à l'achat, qu'il y ait de nouvelles idées. Quand on regarde le tableau des performances de ce soir,
On voit Nicox, on voit Ruby, on voit des affaires vraiment, bon, des belles petites affaires, mais des affaires de seconde zone. Pour que les investisseurs, nouveaux investisseurs, soient incités à revenir sur le marché, il faut que ça se porte sur des grosses valeurs d'une part, et il faut qu'ils aient envie de rentrer avec des portes d'entrée qui soient correctes. Donc, moi, j'attends une petite consolidation du marché pour revenir vraiment en force. On le disait tout à l'heure, dans des marchés où il faut être réactif. Il y a des occasions d'achat qui se présentent effectivement ici ou là. On parlait de France Télécom ou de Orpea ou de Medica. Mais globalement, si on veut qu'il y ait une hausse un petit peu plus charpentée, un petit peu plus solide, à mon avis, il faut que le marché revienne un petit peu en arrière. On est actuellement, à mon avis, en zone de surachat sur le marché. Grégory Moore, vous êtes d'accord avec ça? 4% de hausse sur un mois, ça va peut-être un peu vite là? Il peut y avoir des forces de rappel, en tout cas pour les marchés financiers, notamment après, on va rentrer dans des périodes d'élections en Italie, puis en Allemagne. Donc je pense que ça pourrait justement avoir un petit peu de fébrilité, apporter un peu de fébrilité, en tout cas un peu de volatilité sur les marchés. Il y a toujours la question de Chypre qui doit être réglée. Ça pourrait justement amener aussi un petit peu de fébrilité sur les marchés. Donc, Chypre, c'est un vrai casse-tête. Hein. Pratiquement personne n'en parle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, des banques, géopolitique aussi, parce que la Russie leur a prêté 2,5 milliards d'euros et certains même craignent même peut-être qu'il y ait du blanchiment là-bas. C'est pas évident. C'est pas systémique, mais c'est pas évident, Grégory. Voilà, exactement. Donc pour pas se retrouver dans le même cas qu'en Grèce avec Chypre, il doit y avoir une résolution assez rapide. Je pense que Chypre ne pesant quasiment rien, on devrait avoir une solution en provenance, en tout cas de l'Europe, assez facilement. Mais néanmoins, il y a des forces de rappel qui pourraient amener un petit peu de volatilité sur les marchés, sans remettre, en tout cas, la tendance haussière que l'on pense, en tout cas, avoir sur les marchés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous? Un seul dossier, une valeur, Grégory, là, chez Montségur, dans cette séance, qui paraît calme comme ça, on ne prend que 0,1%, mais il y a quand même toujours des arbitrages. Alors c'est vrai, aujourd'hui, plus hors CAC 40 qu'au CAC, mais des arbitrages assez appuyés à la hausse comme à la baisse. Oui, si on peut citer une valeur aujourd'hui, c'est Ingenico. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait vu les dirigeants il y a quelques jours lors d'un séminaire valeur moyenne qui était organisé par Odo. Leur axe de stratégie, c'était justement de se développer sur les paiements Internet. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui en achetant une société. Alors certes, à des niveaux de valorisation qui sont très élevés, mais il y a un taux de croissance assez important à prévoir sur cette partie, en tout cas de leur stratégie. Ingenico, c'est une très belle société, au même titre que peut l'être Gemalto dans la thématique. Donc c'est vrai que c'est des belles valeurs de fonds de portefeuille qui se payent cher aujourd'hui, mais c'est vrai que la cherté est à mettre en relation avec la très bonne stratégie qui est implantée dans la société depuis déjà très longtemps. C'est marrant que vous nous citiez Gemalto, parce que c'est quand même les deux valeurs, on n'en a pas beaucoup, mais deux valeurs stars qu'on ait, Alice, à Paris, dans ces valeurs du compartiment techno. Et on était très content que Gemalto arrive au CAC, peut-être un peu tard, au vu de la hausse qu'ils ont eue. Et ben Gemalto n'arrête pas de baisser depuis leur entrée au CAC. Là. Il fait encore moins 4 en 2012. Souvenir qu'une certaine personne en avait parlé sur ce plateau. Ça a été effectivement, ça faisait l'objet il y a quelques semaines d'un arbitrage. Long short, à l'achat, à la vente. Souvent quand les sociétés entrent dans le CAC, déjà un peu tendu pour Gemalto. Exactement. Bon, déjà, c'est très cher. Premièrement. Deuxièmement, en fait, tous les gérants français, à l'image de monsieur, en ont en portefeuille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qui va continuer à acheter Gemalto? Oui, la croissance est belle. Oui, le management est bon. Mais je rappelle quand même que le patron a vendu en décembre plus d'un tiers de ses actions au prix. Hein. Olivier Piou, ouais. Olivier Piou. Mais il l'avait dit à l'Assemblée Générale dès le mois de mai. Il l'avait dit. Ça lui est pas, voilà. Oui, il l'avait dit. Mais c'est quand même un signal, en tout cas, de prix qui semble lui convenir. Ouais. Donc, moi, je continue à être clairement pas à l'achat sur Gemalto. Je veux bien être long Ingenico, short Gemalto ou short Gemalto tout court, mais je pense que je me demande qui va acheter Gemalto au prix actuel. Donc voilà. Jacques-Antoine, vous levez le doigt, vous achetez ou pas là? Non, moi j'achète pas Gemalto. Alice a parfaitement raison. Je pense qu'on n'est certainement pas en fin de cycle. Elle est à 65 €, elle est montée jusqu'à pratiquement 76, oui, fin 2012. Oui, c'est ça. Au moment de rentrer dans le CAC, elle était au plus haut. Et d'ailleurs, ce que Alice disait tout à l'heure est vrai. Il suffit qu'une affaire entre ou sorte du CAC pour qu'effectivement sa carrière soit inversée. Vous faites du comité scientifique bashing là. Non, pas du tout. mais si vous voulez, je pense que d'un côté, l'entrant entre à l'apogée.
En général, c'est ce qui se passe. Et le sortant trouve un degré de liberté supplémentaire. Alcatel et Peugeot, ça fonctionne Par bien. exemple. Ils se comportent très bien depuis qu'ils sont sortis. J'étais sûr. Bon, ça a été une bonne porte de sortie pour Alcatel. Trouvons maintenant de Pas de nouvelles bol pour idées. Gemalto. Faut les faire ressortir lors du CAC. Le faire ressortir, non, plaisante. certainement pas. Mais c'est non, on une va bonne laisser position tranquillement Non, je s'installer. pense que ça va aussi dans le sens de l'histoire. C'est une affaire de fond. C'est la nouvelle économie et c'est la croissance. Absolument. Et c'est vrai que c'est bien géré aussi, même si M. Pugh est sorti. Très belle boîte. Oui, il n'est pas sorti, il en reste encore une bonne part d'action dans l'entreprise. Qui va dans le sens de l'histoire. Ali, Jacques-Antoine, vous restez avec nous. Suite et fin d'Intégral Bourse. On va remercier Grégory Moore en direct de Montségur. À très vite, Grégory. Merci pour votre analyse ce soir. Le CAC plus 0,13%, 4,5 points de hausse, 3785 à suivre. Sabrina Cagliozzi en direct de New York avec plein d'infos. Facebook moins 3%, Yahoo qui a fini par se retourner à la baisse, Ford aussi en souffrance qui perd de 5-6% et Apple plus 2. Apple vient d'annoncer un nouvel iPad. Alors, il aura la même tête que les autres, les très beaux Retina 4e génération, mais avec beaucoup de stockage. 128 Go et pratiquement $800. Pourquoi? Quelle est la stratégie d'Apple? On tente de comprendre dans un instant. Allez Grégoire, il est temps de filer à New York, retrouver Sabrina. Et Sabrina qui nous attend au Nasdaq, chaque après-midi, elle nous fait vivre la séance à Wall Street dans Intégral Bourse depuis l'ouverture et jusqu'à la clôture bien sûr sur BFM Business, 22h on vous le rappelle. Sabrina, tendance légèrement positive, même si le Nasdaq est toujours un peu à la traîne, il a quand même considérablement réduit ses pertes et pas mal de valeurs arbitrées après leurs résultats. Oui, effectivement. Si on regarde par exemple du côté de l'automobile, on parle beaucoup de Ford aujourd'hui qui perd pratiquement 6% avec des chiffres qui pourtant étaient supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé pour le deuxième constructeur automobile américain, grâce notamment à une très belle performance ici aux États-Unis. Mais les opérations européennes inquiètent fortement les opérateurs avec des pertes beaucoup plus lourdes que prévues sur l'ensemble de 2012 et des pertes qui devraient être encore plus lourdes, prévient le groupe, sur l'ensemble de 2013. On espérait une amélioration de ce côté-là. Ce n'est pas le cas et les opérateurs se délestent de leurs titres. C'est un repli du coup donc de pratiquement 6%. Vous avez Yahoo également qui est à la traîne aujourd'hui après la publication de ses résultats hier soir après la clôture. Des chiffres qui étaient là aussi supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé grâce notamment à une belle performance du côté de la recherche. Un bon un bilan pour Marissa Mayer à la tête de Yahoo depuis 7 mois. Mais là aussi les prévisions ont quelque peu refroidi les opérateurs avec un chiffre d'affaires qui devrait être légèrement inférieur aux attentes de la communauté financière, en tout cas des attentes sur le premier trimestre. C'est un titre aussi qui a quand même pas mal grimpé sur les dernières semaines. On perd 1,7% pour le moment. Et puis Apple à l'inverse qui est en hausse, plus 2%, 458% avec la présentation d'un iPad 4e génération avec une mémoire beaucoup plus importante, plus 2%. La sortie est prévue sur la semaine prochaine. Enfin, Research Emotion qui est en revanche en forte baisse, moins 6% à la veille de la présentation de son BlackBerry 10. Ah oui, le rendez-vous à ne pas rater. On sera avec vous, Sabrina, évidemment. 16h heure de Paris, c'est ça. Oui, exactement. 16h, le grand rendez-vous, la présentation. Et pour le moment, on a quand même perdu plus de 10% sur les 2 dernières séances. On vend peut-être, la nouvelle, puisqu'on a quand même eu beaucoup de fuites de photos de l'appareil BlackBerry 10. On verra ce que ça donnera demain. En tout cas, pour le moment, moins 6,1%. Mais c'est une valeur, là aussi, qui a fortement progressé sur les précédentes semaines. Avec un système d'exploitation qui sera évidemment intéressant, Jacques-Antoine. Scinder comme ça le pro, le perso. On sait que ça pose plein de problèmes pour tous ceux qui nous écoutent, les cas des grandes entreprises où il y a plein d'applications interdites sur même les applis basiques de réseaux sociaux sur un BlackBerry parce que au niveau sécurité ça ne plaît pas à l'entreprise. Là ils ont trouvé visiblement une solution. Oui, je crois que c'est les idées qui font les produits et à partir du moment où effectivement là ça y a une demande, ils se sont engouffrés dans la brèche. R.I.M. je connais pas, mais Apple, vous comprenez là, proposer à $800 un nouvel iPad 128 Go. Oui, ça me paraît un peu cher. Vous disiez tout à l'heure, je ne vois pas la demande. Si, il la crée la demande, il la crée. Et finalement, c'est ce genre de produit, ce genre d'affaires est obligé de marcher en plateau. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ne sortent pas un nouvel appareil, une nouvelle technologie, malheureusement, le plateau est stable, voire baissier. À partir du moment où ils veulent progresser, il faut sortir un produit nouveau, un produit innovant, quitte à ce qu'on disait tout à l'heure,
créer le produit lui-même. Donc voilà, Inventer c'est pas un produit nouveau. Enfin, c'est Créer la demande. l'iPad avec plus de mémoire. Certes, ça justement. répond sans doute à une demande, mais c'est pas de l'ordre de l'innovation qu'on a eu c'est pas- avant non, sur non, l'iPod, l'iPhone, C'est mieux l'iPad. que rien, Là, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. On c'est a mieux grandi que la rien. mémoire, quoi. Oui. Il n'y a pas Bah, besoin d'avoir C'est vrai. 3 Mais ans de bon, recherche et c'est- développement pour faire ça. Oui, mais c'est maintenant une société Non, mais- mature. C'est une société mature, donc ça va aller plus doucement. Ouais. Hein. Mais ça a au moins le mérite d'exister. Alice, les idées d'investissement, là, il nous reste 1 minute 20. On le disait en début d'émission avec Jacques-Antoine et avec vous. C'est vrai que c'est un marché où il faut être opportuniste, réactif, très dynamique. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut jouer ce marché aujourd'hui ou est-ce qu'il y a malgré tout, dans ce début de normalisation qu'on sent là, matière à reconstituer des fonds de portefeuille, comme on dit? Alors, des fonds de portefeuille, là, c'est pas évident. Par contre, des petites idées d'investissement, puisque ce que disait Jacques-Antoine est juste, c'est-à-dire qu'on est tous à la recherche de nouvelles idées. Là, les gérants, quand on se rencontre, on se dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bon. Et on voit les brokers qui commencent, on en parlait tout à l'heure, à être à l'achat sur des plus petites valeurs, notamment. Alors, aujourd'hui, moi, je vous parle rapidement d'une petite société qui s'appelle Precia. Alors, qui est petite, hein, il faut faire attention, peu de volume, qui capitalise seulement 40 millions d'euros. En fait, ils font des outils de mesure et de pesage pour l'industrie. C'est une société française, familiale, de qualité, de belles marges stables, une belle croissance également. Elle se paye à peine 3 fois son EBITDA et le flottant est de plus de 96% de mémoire. À mon sens, c'est une société qui soit sera rachetée ou sortie de la cote, soit fera au moins x2. Donc par contre, c'est vraiment du... Alors, c'est dans l'attente d'une... Bah, rien de spécial. Comment? Non, bah, rien de spécial. Non, t'es en position encore, je me doute. Ouais, j'ai mes positions, ouais. Mais il n'y a pas de mouvement du tout, donc du coup, j'attends, j'essaie de les sortir, mais j'ai pas d'occasion de sortir pour le moment. D'accord. Et toi? Très très petite journée. J'ai fait un seul trade, non deux trades gagnants, mais gain 20 euros cumulés. 22 euros. Ouais. Tu disais que t'avais du mal à rentrer, c'est ça? Bah ouais, toujours pareil quoi. Là je vais tenter un short sur argent que je vais laisser courir la nuit, cette nuit. Ok. Finalement, t'es rentré sur quoi au final? Les points hauts qu'on a fait sur les indices pétroliers. D'accord. Indice pétrolier, c'est quoi en fait? US Oil et UK Oil. Ah d'accord. Mais je suis vite sorti parce que ça rebondit encore. Ouais. Je trouve que j'ai pas du tout suivi. Ça a bougé quand même aujourd'hui ou moyen? Sur ces indices-là, on a une belle bougie en milieu de l'après-midi. Une belle bougie. Et puis après, on est rentré dans une phase de correction. Mais on n'a pas... Et puis ensuite, après, ça a repris un petit peu, quoi. Il y avait rien... Si tu veux, j'ai un peu joué la correction. Je suis vite sorti avant que ça reprenne, quoi. Voilà, exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Ok, ok. Ouais, ça fait 2 jours là où je sais pas. Bon, je perds pas d'argent, mais j'en gagne très peu. Ah bah moi, en fait là, depuis que j'applique cette nouvelle stratégie, j'arrive pas à m'arrêter alors que l'après-midi ça se passe bien, tu vois. Y a pas besoin d'en faire plus, la volatilité elle se calme, mais après je continue à trader alors que ça n'a pas lieu d'être. À chaque fois, je reste 3 plombes sur les marchés pour pas grand-chose. Donc c'est dommage. En fait, il faut que je sois plus que je cherche à m'arrêter quoi, vers 16h30 quand il y a moins de volatilité. Mais ça va, ça s'est bien passé aujourd'hui, à ce que j'ai compris. Bah ouais, très bien, vraiment. Bah j'ai eu une perte sur l'or, mais sinon c'était que des gains. Donc, c'était vraiment bien, mais bah là du coup je reste super tard pour rien, ça me fait perdre beaucoup de temps, donc c'est dommage. Là, je prends un short sur argent, moi là. Ouais, ok. Ouais, j'ai... Je t'ai coupé un petit peu, vas-y je t'écoute hein, parce que il y avait un signal là. Ah oui, t'as eu du mouvement sur l'argent? Bah non, pas de mouvement, mais selon mes indicateurs. Ok. Parce que je vois l'or bouge pas beaucoup là.
Donc voilà, ouais, donc t'es en gain combien, à peu près, au cumul? Bah, aujourd'hui uniquement, j'ai fait 210 € de clôture, profit. Et sinon, là, j'ai fait un retrait hier de 800 et quelques, 880, je crois. Donc sur le compte court terme, moi, ça se passe vraiment bien. Ok. Bah, c'est bien. Après, là, par contre, en cours, j'ai des pertes sur le dollar-yen que je suis en train d'essayer de clôturer, là. Mais je pense que je vais quand même accepter les pertes, ça va me permettre de partir comme ça. Ils sont pas énormes tes pertes, hein, non? Non, ça va. Opération de marché, alors. D'une opération de marché ou d'un Du coup, là, on n'a pas suivi le chemin de... Enfin, je veux dire, l'argent n'a pas vraiment suivi le chemin de l'or cette journée. Ça, c'est bizarre, mais bon. Sur la hausse de page jaune et les différentes hausses de... Ah, j'ai pas vu parce que l'or ça a pas tellement bougé, ça a bougé sur l'argent? Sur l'argent, ça a mieux bougé, si tu veux. Ça a vraiment repris... On a des... 1%... comment dire... Ouais, ça c'est... L'évolution a été meilleure que sur l'or. L'or, on a pratiquement pas... Bon, si, on a évolué un petit peu, mais légèrement. On est passé quoi, de 1600... Je te parle même sur la journée ou... Ouais, sur les 3 jours. On est passé de 1654 à 1662, on va dire. Et l'argent... Sur 3 jours, on est passé de 30... Oh, tu me diras, en évolution, ça fait pas la même chose. Hein. En nombre de pips, c'est pareil, tu me diras. Mais sur la journée, il a beaucoup plus évolué que l'or, l'argent. Ouais, je vois qu'il y a une belle bougie de hausse sur l'argent, alors qu'en fait sur l'or c'est de très faible amplitude. Bon, je rentre en position maintenant, c'est pas très bien. C'est pas non plus super parce que bon bah la volatilité baisse, mais bon, j'y crois vraiment pour demain. Ok. On verra comment ça évolue, je te tiendrai au courant. Bon bah là ouais, de toute façon c'est pour du swing là que tu rentres. Ah oui, oui. Ok. Après moi sur les indices que je surveille, sur le CAC et le DAX, aujourd'hui il n'y a pas grand chose à faire. Parce qu'on est pas loin des... On a 3786, on est à 3780 sur CAC au début de la journée. On n'a pas non plus cassé des masses quoi. Le DAX toi tu regardes plus toi? Non, là je suis sur le Dow Jones à moyen terme. Mais bon, j'ai vendu donc ça a explosé à la hausse. Donc j'ai coupé une partie de ma perte aujourd'hui. Donc là ça se passe mal. J'étais entré à 18 000. Non, pardon, à 13 811. Comme cela, bah, finalement, c'est simplement que le marché commence à chercher des idées. Et nous, les premiers. Donc les idées, on va les chercher tout simplement. On fait un screening, donc un échantillon sur les sociétés européennes ou françaises si on travaille sur la France. On cherche celles qui sont pas chères, celles qui sont en croissance, qui ont été oubliées par le marché. C'est de la croissance en Europe, dans le monde ou c'est en Europe. En fait, la plupart de leurs clients sont des gros industriels européens, allemands, français notamment. Voilà. L'or et l'argent en ce moment. Décroche, on reprend assez. Ouais. Mais après, le cuivre, il y a grosse commission, je suppose. Donc c'est plutôt un produit à traiter sur du moyen long terme, c'est ça? Ouais, le spread, tu veux savoir? Non, le spread il est de 2. C'est pas énorme. Bah, je m'en rends pas compte. Je sais même pas combien les cotes en fait.
à regarder. Conseil d'Alice Labou. Merci Alice d'avoir été avec nous, présidente de Merci à vous. Trecento Asset Management. Voilà, donc c'est le point réalisé par BFM Business. Alors j'enchaîne avec une analyse sur l'euro. Eurodol, ça fait très bien aujourd'hui. Eurodol, ouais, bah attends, je vais te dire les trades que j'ai fait aujourd'hui. C'est compliqué. Alors aujourd'hui, j'ai commencé en achetant de l'eurodol à 14h16. Donc stop au break-even. Donc j'ai pris 10 euros. Alors à chaque fois, il faut enlever les commissions. Donc c'est que des positions de 4 mini-lots en fait. Ou 2 mini-lots. Selon que j'ai coupé. Bon bref, en gros, je vais te dire après. Mais en gros, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, donc j'ai pris 10,26€ sur achat eurodol, 9,66€ sur achat eurodol, 7,88€ sur achat euro-yen, 10,86€ sur vente câble, 0 sur vente câble, USD CHF 13,21€ de profit sur vente, USD CAD vente 6,21€, USD CHF, ça c'était la meilleure position du jour, 63,38€, on a une belle accélération, j'avais pris 40 points. Ensuite USD CHF, j'ai été stoppé, donc 3,54€ de perte, 33€ de profit, Euro-Yen 20,78€, GBP-USD 9,64€, Euro-Yen 10,80€, GBP-USD 26,24€, Or moins 18€, moins 14€, GBP-USD plus 50, USD CHF vente plus 48,31€, AUD-USD vente plus 13,35€ et AUD-USD vente perte de 7,71€. Ok. Donc c'était vraiment une bonne journée quoi. Ah bah ouais. Quelques pertes et en plus les pertes étaient pas plus grosses que les gains et une une grande majorité de gains donc. Après par contre tout ça faut que tu déduises des commissions à chaque fois, quand même significatives. D'ailleurs c'est pour ça que je vais aller chez Ducascopy parce que les commissions sont quand même trop importantes chez FX Pro là. Il est à ça se fait pas de se moquer. Donc apparemment Kiki a du mal ce que publie quelqu'un sur le chat. Mais après, pas toujours évident. Il a le mérite et le courage de partager ça. Moi je vais réfléchir à sortir éventuellement mes positions sur le dollar yen parce qu'il se fait tard là, 21h. Donc là si je coupe ça et ça me ferait une... Ouais. Et le reste, je laisserai courir. Ouais, ce serait pas mal. On va voir là. Le vendeur qui essaye de revenir, c'est très léger pour le moment. Bon, de toute façon, il faut savoir clôturer. Je vais essayer de courir quelques instants encore. Parce qu'on est en ascension, enfin on a le vendeur qui essaie de venir. Donc je vais en profiter pour sortir de mes positions. Et laisser courir une partie du reste. Avec des stops. J'étais Chris, on avait vu, tu disais, j'ai pas beaucoup tradé en fait, j'étais beaucoup sur le live de Chris pour les paris piques, juste un trade perdant, moins 3€, on trade trop vite à l'achat sur le DCHF en plein mouvement de baisse. Ok Mathieu, alors comment c'était le live de Chris? C'est intéressant, toujours les bons bénéfices qu'il réalise avec les courses. Il le fait payant ou c'est gratuit son live? Chris, tu fais des heures sup, Fabien disait Evan, ouais effectivement, 2% de commission à chaque fois, disait Evan. 2% c'est pas un pourcentage, ça dépend combien de temps tu vas rester en position. C'est un montant fixe, donc voilà. Alors je vous lis avant de clôturer mes trades là. L'euro prêt à plonger, donc un point de Jérôme Révier. Je vous propose cette semaine de faire un nouveau tour d'horizon de la tendance sur les grandes devises grâce à notre indicateur COT, Commitment of Traders. Comme la plupart le savent désormais, l'indicateur COT téléchargeable gratuitement ici vous permet d'analyser le positionnement des traders options futures de Chicago sur les devises. Une petite seconde. Je vais quand même garder un œil sur mes cours. C'est une information particulièrement précieuse sur un marché comme le Forex qui est de gré à gré, donc sans données officielles de volume. Donc voilà
le graphique est partagé. Volume en faible hausse, les spéculateurs reviennent en zone d'achat. Voilà ce qu'on avait. La tendance haussière se poursuit avec un euro-dollar qui ne parvient toujours pas à casser franchement la résistance des 1,34 $. Comme je vous l'écrivais la semaine dernière, cette hausse se fait toutefois sur des volumes assez faibles. On ne peut donc pas conclure un engouement des acheteurs, mais plutôt un débouclage des positions vendeuses qui étaient massives. Mon scénario sur Eurodoll. Malgré une légère hausse en ce début d'année, le nombre de contrats ouverts reste dans la fourchette basse. Le positionnement des spéculateurs est désormais neutre, après une belle remontée depuis le milieu de l'année. Souvenez-vous, l'indicateur avait permis de détecter ce possible retournement. J'avais à l'époque publié ce graphique. Mon scénario reste inchangé avec un achat au-dessus de 1.3410 qui indiquera une véritable force des acheteurs, laquelle se traduira sans doute par une hausse des volumes sur le COT. En attendant, je garde un biais baissier avec un possible repositionnement à la vente des spéculateurs après une phase d'achat continue de plusieurs mois. Nous attendrons la cassure de la zone graphique clé à 1.3250 pour vendre et viser un repli vers 1.30. Livre sterling, en avez-vous profité? Pourtant, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. J'écris depuis plusieurs semaines et encore dans mon dernier billet concernant la paire livre sterling face au dollar, le nouvel échec sur la zone que j'évoque depuis plusieurs semaines à 1,63 $ conforte mon opinion vendeuse sur la paire. Donc voilà ce qu'on avait, donc une cassure d'une trendline haussière, des volumes étoffés, des spéculateurs s'affaiblissant, extrême et retournement, en tout cas ce qu'on avait. Ce biais baissier s'est confirmé et a amené la paire sur 1,58 $ au milieu de la semaine. Si un rebond mesuré est possible dans les prochains jours vers 1,5950, 1,5975, la baisse devrait ensuite reprendre ses droits. En effet, si la configuration d'un extrême sur le positionnement COT est confirmée, cela signifie que le retournement est à l'œuvre pour ramener la paire vers 1.57, 1.5650. Profitez des rebonds pour vendre la paire si vous êtes en position comme les abonnés de FX Profit Trader. Sécurisez vos gains et attendez. Dollar canadien, les supports tiennent le coup. Je vous recommandais la semaine dernière de vendre USD-CAD sous 0,810, un conseil qui reste valable. Toutefois, la bonne tenue des supports laisse possible un nouveau rebond de la paire à plus court terme. Ainsi, en complément de la vente sous 0,9810, je vous propose un scénario alternatif. En cas de passage au-dessus de 0,9970, nous pourrions être en présence d'une configuration de retournement à la hausse. Plusieurs éléments pourraient aider à ce scénario. La hausse du yuan pèse sur les relations commerciales avec le premier partenaire du Canada, les États-Unis. Les ventes au détail décevantes ce mardi. La réunion de la Banque centrale qui pourrait décevoir les investisseurs qui parient sur une potentielle hausse de taux. À l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pas connaissance de la décision. Attendez, on regarde juste le graphe. Volume en légère hausse, spéculateurs qui restent à l'achat, les extrêmes, donc voilà ce qu'ils faisaient. Le COT de la semaine prochaine sera déterminant pour savoir dans quel volume s'est faite la hausse récente. Positionnons-nous donc avec un achat au-dessus de 0,9970 permettant d'encadrer la paire pour profiter de son dynamisme. Voilà ce qu'on avait pu lire, donc c'est publié par Jérôme Révillier. Alors je vais commencer à prendre des pertes. Voilà, sur USD Yen. Il est trop tard là. Ça c'est pris. Ça aussi je vais prendre, voilà. Donc, bon bah on va dire c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à être plus méticuleux et plus strict dans mon plan de trading. Donc du coup je me retrouve dans une situation qui est pas, on peut pas dire délicate, mais qui est bien confortable que celle où j'étais beaucoup plus tôt en fait. Donc là travailler moins aurait payé plus aujourd'hui. Donc actuellement j'ai clôturé 2 positions à la vente sur le dollar yen. Le reste je vais encadrer par un stop loss et je vais placer un objectif.
Et il me reste également un achat sur AUD-USD qui permet un peu de contrebalancer ça, puisque d'un côté je vends le dollar et de l'autre je l'achète. Donc ça va nous protéger contre des variations uniquement spécifiquement au dollar. Donc le risque reste quand même maîtrisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un objectif sur le dollar face au yen. Donc là, mon point d'entrée moyen, il est à 55. Donc là, les pertes ont été prises 5 € et 28 € avec 5 € à chaque fois de commission. Donc là, un point de sortie intéressant sur le dollar yen, ce serait... Ouais, bah les... 90-45 qu'on avait testé tout à l'heure. Même pas, en fait, on va mettre à 90-50. Voilà. Donc là j'ai ma zone d'objectif, donc ensuite ma zone de stop, moi je la placerai au-dessus des précédents plus hauts, ça fait un peu loin, voilà, au-dessus des 91. Donc voilà. Donc là les résultats du compte, bah, finalement au niveau des trades clôturés on est à plus 164 € sur la journée, il reste des positions en cours donc à la vente sur le dollar yen avec un objectif à 90.5. On est actuellement à 90.72, donc on est à 22 points de l'objectif potentiel. Et on est donc à 35 points du stop loss potentiel, donc on a plus de probabilité d'aller chercher le take profit que le stop loss. Maintenant reste à voir ce que vont donner les graphiques. En position que j'ai, c'est également une vente sur AUD-USD qu'on a ici, on est assez haut. Pour le moment les acheteurs poursuivent le mouvement de hausse. On verra ce qu'il en est. Je vais pas placer d'objectif ni de stop loss sur cette position, puisqu'elle est de faible, elle est vraiment d'une petite taille. Par contre, et en plus de ça, elle contrebalance la position sur le dollar yen, puisque les deux sont relatifs au dollar, et d'un côté j'achète, de l'autre côté je vends. On va dire l'une protège l'autre, donc pas la peine de... Au contraire même, le fait de la garder permet de prendre moins de risques quand je suis pas devant le PC. Donc ça c'est ok. Ok. Bon bah j'ai tout planifié. Il va être l'heure pour moi de vous laisser. Avant ça, je fais le point sur Vidéo Bourse. Donc merci d'avoir suivi cette émission. Alors, je lis ce que mettaient les gens sur le chat écrit. Les commissions à chaque fois. Non, ça dépend combien tu mises. C'est 2% de ton volume avec FX Pro. Non, Evan, c'est pas 2% de ton volume avec FX Pro, c'est une commission fixe. Ah non, c'est vrai, 65 $ par million tradés sur dollar. Voilà, c'est ça exactement. FX Pro applique des frais de 65 $ par million de dollars US échangés. Les traders disposent de la flexibilité de connaître leurs coûts d'accès à FX Pro Trader à l'avance et peuvent intégrer leurs coûts dans leur stratégie de trading et leurs points d'entrée et de sortie. Effectivement, ouais. Merci Evan pour le partage. Alors, videobourse.fr, c'est un site d'entraide, comme son slogan l'indique. Vous y retrouvez des vidéos, comme son nom l'indique. L'idée est de centraliser et de classer l'ensemble des vidéos relatives à la bourse, au trading ou à l'investissement, disponibles sur Internet, afin de proposer une information de qualité en vidéo, qui est quand même le support en vogue depuis les 5 dernières années. Donc Vidéobourse existe depuis 2007. Et de continuer dans ce sens-là, je bosse actuellement avec un webmaster pour mieux organiser et présenter tout ça. Vous retrouvez toutes ces vidéos, des dizaines de vidéos ajoutées chaque jour, donc des analyses, reportages, interviews, conférences, etc. dans la partie vidéo. Donc c'est soit toutes les vidéos, soit analyse vidéo, reportage et interview. Vous trouvez également les sessions live comme vous venez de suivre actuellement, où vous pouvez participer, soit par écrit, soit par audio. Et la partie salon et conférences répertorie l'ensemble des vidéos que nous réalisons quand on se déplace lors des événements sur Paris et autres en France. Les dessins humoristiques réalisés par Jade, que vous retrouvez à la une actuellement. Dernière vidéo ici, ajoutée donc c'est par un site tiers, en l'occurrence Signal Forex. Le forum avec dizaines de messages ajoutés chaque jour par plus de 3700 membres actifs. Le suivi des résultats chaque jour et à chaque instant. Vous pouvez suivre l'évolution du compte. Vous avez
des brokers que nous proposons et avec qui nous travaillons, notamment Saxo Bank, qui est un très bon broker basé au Danemark, clairement régulé dans toute l'Europe et régulé Banque de France avec des bureaux à Paris, rue de la Paix. Il propose des comptes démo gratuits pour une durée de 2 à 3 semaines, je crois. C'est 2 semaines peut-être. 3 semaines, je crois que c'est 3 semaines, ouais, 21 jours. Donc voilà, pour trader dans les mêmes conditions que le réel, sans prendre le moindre risque, eh bien, je vous invite à ouvrir un compte, par exemple, chez Saxo Bank. Un compte virtuel qui vous permettra d'apprendre le trading sans perdre d'argent. 90% des travailleurs particuliers perdent de l'argent. Donc sans une bonne formation et sans savoir où on met les pieds, c'est très délicat de gagner de l'argent en trading. Il y a d'autres brokers qui proposent également des comptes démo. Pour comparer les brokers les uns aux autres, vous avez la partie broker et courtier qui est un comparatif qui compare des dizaines de brokers sur des dizaines de critères, donc les plus gros brokers, et notamment ceux qui sont les plus actifs en France et ciblant le marché francophone, mais également les plus gros acteurs mondiaux. Partie suivi des stratégies, vous pouvez suivre les résultats des robots ou comptes démo et bien sûr des comptes réels que l'on gère à tout moment. Donc suivi des stratégies à droite sur la page d'accueil. Vous avez là le dernier reportage, ou en l'occurrence la chronique éco de BFM. En bas, vous avez le calendrier économique reprenant l'ensemble des informations macroéconomiques dont vous avez besoin de connaître chaque jour, classé par ordre d'importance. C'est réalisé par Forex Pro, et donc tout est expliqué clairement en français. Il me semble que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Il y a des nouvelles vidéos qui vont être ajoutées. Voilà, le sondage. Où voyez-vous l'euro face au yen dans 6 mois ? 74 personnes ont répondu. Plus on a de réponses, mieux c'est, ça vous prend 2 secondes, donc n'hésitez pas à répondre si vous avez un avis sur le sujet. Pour nous suivre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou notre chaîne YouTube, qui est la plus grosse chaîne YouTube francophone relative à la bourse, au trading, etc. avec des conférences et du contenu exclusif ajouté régulièrement. Vous pouvez également m'ajouter à Skype. J'en ai fait le tour, bonne soirée à tous, bon trade, moi j'y vais, bonne soirée, à demain, 14h, et 14h il y aura... Ciao, passe une bonne soirée. Merci, ouais, demain ça va être mouvementé a priori, hein. Beaucoup de nouvelles. On espère. Ciao. Et demain, surtout, j'espère qu'il n'y aura plus de problèmes techniques. C'est indépendant de ma volonté, mais